Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, bienvenue dans cette vidéo autour de One Piece. Donc, je sais que je sors les vidéos sur One Piece un peu tard, hein. Le show est sorti il y a à peu près 2 semaines maintenant, ça va faire 2 semaines, peut-être au moment où sortira la vidéo. Je pense un truc comme ça, et comme ça au moins il y aura une certaine logique. Tout ça parce que j'étais dans une période où j'allais pas hyper bien. Voilà, avec la reprise des cours et tout qui était un peu dur. En plus mêlé au travail, plus là, on a des galères à gérer avec le bête d'Anacalypsie. Donc voilà, c'était compliqué. Et du coup, j'ai regardé la série télé dès qu'elle est sortie. Alors je l'ai regardée sur 3 jours différents parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je fais aussi du bénévolat ce week-end où vous verrez la vidéo. Le week-end qui suit, je serai en bénévolat pour un festival. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, donc beaucoup de charge mentale et tout ça. Donc voilà, je me suis un peu préservé, j'ai rien tourné sur aucune de mes chaînes pendant 2 semaines. Bon, la chaîne manga a la chance d'avoir des vidéos sur Demon Slayer déjà de programmées pour un petit moment. Euh, voilà, mais les autres chaînes malheureusement ont un peu pâti à mes problèmes, enfin en fait que je me sentais pas bien. Mais bon, j'allais pas non plus forcer et ne pas aller bien juste pour faire des vidéos, ça n'a aucun sens. Bref. Et du coup, il va y avoir des changements autour de One Piece. Alors, je vous dirai en fin de vidéo, que ce soit tous les prochains projets, parce que cette vidéo-là et la plupart des suivantes sortiront sur la chaîne Movies and Series et la chaîne Manga, parce que c'est logique, puisqu'on est sur une série télé live action, donc logique que ce soit sur Movies and Series, mais également sur Manga et Webtoon, puisque c'est une adaptation de manga. Donc ça peut intéresser les deux publics. Voilà, on va pouvoir débuter avec le premier épisode qui s'appelle À l'aube d'une grande aventure. Et on fera comme d'habitude, hein, je avancerai petit à petit avec certains détails, surtout côté narratif et adaptation, et avant de conclure. Donc là, on va faire les 8 épisodes, vous en aurez un par semaine, et puis voilà. Donc on débute l'épisode, alors je vais essayer de tout faire de mémoire, voilà, parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai vu les épisodes, hein, voilà, la mémoire est un peu compliquée, même si du coup j'ai quand même pris des notes, donc je fais avec mes notes aussi, hein. Mais du coup on ouvre sur l'exécution de Gold Rogers, on remarque notamment dans le public, apparemment Smoker, Shanks et Mihawk, bon eux deux on les reconnaît facilement, et apparemment Crocodile qui suit la fameuse théorie que Crocodile serait une femme que Ivankov a transformée en garçon grâce à ses pouvoirs. Bref, j'aime pas cette théorie, j'aime pas du tout. Si elle est vraie, de toute façon ça changera pas grand chose au fait qu'on a toujours le Crocodile en homme et qu'on l'aime en homme. Donc le fait de nous dire juste avant c'était une femme, en vrai on s'en fout quoi. Si c'est juste pour dire voilà comme ça maintenant il y a un perso trans dans One Piece, voilà, c'est pas dingue, hein. Voilà. En plus, sachant qu'il y a déjà une île consacrée à ce peuple-là. Donc pourquoi Crocodile aurait voulu changer de sexe ou... Enfin bref, ce serait un peu chelou. Mais en tout cas, c'est une théorie très populaire autour de One Piece qui existe. Bref, cette scène d'ouverture, voilà, elle est plutôt sympa, plutôt fidèle au manga. Alors je parlerai jamais de l'animé parce que je regarde pas l'animé. Moi, à chaque fois, je ferai le focus par rapport au manga. Et du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que Roger, il donne plutôt bien. Voilà. Et son petit discours est sympa. Bon, forcément, il se fait pas décapiter, hein. Il se fait transpercer par les lances. Ça marche aussi. Bon, j'avoue que si, parce que j'ai vu plein de vidéos avant et tout, et même avant que la série sorte, j'ai regardé des vidéos de gens qui analysaient bande-annonce. Honnêtement, si on nous avait pas dit que le vieux c'était Garp, honnêtement, je l'aurais pas reconnu, hein. Moi honnêtement, parce qu'en plus dans le trailer on le voyait que version époque de l'exécution de Rogers. Après ça colle un peu mieux, mais j'avoue que dans la bande-annonce, quand des gens disaient c'était Garp, je me suis dit quoi? Il ressemble pas du tout, c'est pas Garp ça. Bon, en même temps techniquement ça se passe pas mal d'années avant, donc voilà, c'est plutôt normal qu'il n'ait pas exactement la même tronche, le même habit, hein, voilà.
même si à l'époque il commençait déjà à devenir un héros de guerre. Mais bref, en tout cas, la scène d'intro est plutôt sympa. Ensuite, on découvre le fameux Luffy dans un petit bateau et qui va mentionner vouloir devenir le roi des pirates, vouloir recruter au moins, enfin avoir au moins 10 personnes dans son équipage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si honnêtement, le moment où il se met à hurler, je veux devenir le roi des pirates, j'ai trouvé ça hyper gênant. Je trouve ça hyper gênant parce que pour moi, c'est pas ça Luffy. Certes, Luffy, il dit tout le temps qu'il veut devenir le roi des pirates, mais il le dit pas dans le vide, il le dit pas à un animal comme ça, sans raison. Quand il le dit, c'est parce qu'il est toujours en opposition avec quelqu'un. Voilà, ou parce que voilà, quelqu'un dit oui, moi je suis machin, et lui oui, bah moi je suis le futur roi des pirates. Mais Luffy, c'est pas ça. Là, plein de fois dans la série, le mec il se met à crier, à faire des trucs. Je me dis, mais non, non, ça c'est pas vraiment Luffy, ça. Luffy il est pas Grinch, enfin, il est pas craint, comment on dit, cringe. Il est pas bizarre, il est pas malaisant, Luffy. Il est juste con. Et c'est un con drôle, voilà. Mais à aucun moment, Luffy, dans l'œuvre originale, m'a mis mal à l'aise. Là, dans la série télé, très souvent, l'acteur me met mal à l'aise. Il me met très très mal à l'aise par moment, l'acteur. Et ça fait que pour moi, l'adaptation de Luffy, on en reparlera plus tard, mais elle fonctionne sans fonctionner. Parce qu'on reconnaît bien l'identité de Luffy, on connaît pas mal de traits de Luffy. Et en même temps, bah, comme je dis, Luffy, moi, il m'a jamais mis mal à l'aise autant que celui de la série télé. D'ailleurs, en manga, il m'a jamais mis à l'aise, comme j'ai déjà dit. Bon. Par la suite, on découvre que son bateau il coule et du coup, c'est comme ça qu'il se met dans le fameux tonneau dans lequel il se retrouve dans le manga, qui l'emmènera jusqu'à se retrouver dans le navire d'Alvida, qu'il aille en pleine bataille navale, hein, qu'on voit vite fait. Hein, la bande-annonce avait l'air de teaser des grosses batailles navales et tout. Au final, bah non quoi. Merde. Et du coup, comme je disais, au final, pas vraiment de grosses batailles ou quoi que ce soit. Du coup, oh mince, j'ai effacé mon texte. Hop là. Du coup, on découvre que Alvida en veut à Roronoa Zoro parce que c'est déjà un grand chasseur de pirates. Hein, comme dans le manga, il a déjà cette réputation-là. Et Alvida pensait être tellement une capitaine pirate tellement forte, tellement importante à Ice Blue qu'elle pense que elle se trouve sur la liste des pirates à chasser de Zoro et elle préfère du coup le prendre en chasse avant que lui ne le fasse. Sauf que bah, dans la réalité, Alvida n'est pas assez importante pour que Zoro s'intéresse à elle. Voilà, et on a également la petite rencontre entre Luffy et Kobe, qui est plutôt intéressante également, assez proche du manga, donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Par la suite, on a un flashback à Fushia, du coup avec Shanks qui est de passage en ville. Et du coup, on a toute la petite scène où Luffy va se faire sa cicatrice. Voilà, donc un peu différente du manga. Dans le sens où dans le manga ça se fait dans le bar et tout, là il part je sais plus où pour se découper l'œil, enfin se mettre le couteau dans l'œil. Bref, l'intention est la même, voilà, juste qu'ils ont déplacé Luffy ailleurs pour le faire. Euh, on revient ensuite au présent avec Luffy qui par mégarde, là c'est fait plus du Luffy, voilà, qui fait pas attention et du coup va réveiller Alvida sans le vouloir. Et du coup on aura un petit affrontement entre Luffy et Alvida. Luffy qui va démontrer ses pouvoirs du Gum Gum en vainquant Alvida assez facilement. Le combat, bon, de toute façon dans le manga c'est assez facile aussi, hein. Alvida est pas du tout une adversaire à la hauteur de Luffy, hein. C'est juste une manière de découvrir comment Luffy utilise ses pouvoirs au combat, puisque bah, du coup, à part le monstre marin, parce que en gros dans le manga il y a le monstre marin qu'on voit dans les flashbacks qui arrache le bras de Shanks, et en fait quand Luffy part à l'aventure il retombe également sur un monstre marin, et puis là il lui fout une grosse droite avec son truc et le monstre marin il se casse.
Une scène qui du coup où on revoit le monstre marin n'est pas dans la série télé, ce qui est assez logique parce que c'est très répétitif. Et vaut mieux avoir un vrai combat pour montrer comment fonctionne le pouvoir de Luffy plutôt que juste le voir mettre une droite à un monstre marin en série télé. Ça fonctionnerait pas aussi bien que dans le manga. Et voilà, comme je disais, il se débarrasse assez facilement d'Alvida et du coup il part avec Kobe. De l'autre côté, on a Zoro qui est sur une île nommée Sixis. Et on voit une scène très intéressante puisqu'il est approché par Mister Seven du Baroque Works qui tente de recruter Zoro au sein de l'organisation criminelle de Crocodile, dont on parlait un peu plus tôt, puisque Baroque Works est géré par Crocodile. Euh, et, euh, et du coup, Zoro va refuser, du coup les deux hommes s'affrontent et Zoro va découper le membre du Baroque Works. Alors ça c'est très intéressant, j'ai bien aimé que ça soit là, puisqu'en fait on va voir pendant toute la série que des petites graines de la suite du manga et même de la suite de la série télé, s'ils arrivent à faire une suite à la série télé, puisque pour l'instant on a juste des rumeurs comme quoi la saison 2 aurait été écrite, mais je trouve ça... Enfin, pour moi, ça ne sont que des rumeurs parce que on peut pas dire qu'une série est déjà écrite si elle n'est même pas renouvelée. Parce que la saison 2 de One Piece, il n'y a pas encore eu d'annonce de renouvellement. Du coup, comment est-ce qu'ils auraient pu déjà renouveler la série, enfin écrire la saison 2 si elle n'est pas encore renouvelée? Enfin, c'est un peu bizarre. Donc peut-être qu'il y a déjà eu des ébauches, qu'ils ont déjà eu des idées en écrivant la saison 1, ça je suis totalement d'accord, mais qu'on nous dise qu'une saison 2 est déjà écrite alors que la série est même pas encore renouvelée, ça me paraît bizarre. On se doute bien qu'elle va l'être, vu les records qu'elle fait, mais pour moi, tout ça, c'est que des rumeurs, c'est que des mecs qui cherchent à faire du buzz et à faire des clics sur leurs articles ou sur leurs posts sur Facebook ou peu importe, parce que bah voilà, ils surfent sur la vague de la série qui fonctionne. Et du coup, ils se disent, allez hop, ça va nous faire des clics, ça va nous faire des partages et machin. Alors qu'il y a zéro annonce officielle. Bref. Mais on se doute bien que ça devrait arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Parce que bah, forcément, la grève des acteurs et des scénaristes impacte énormément tout ce qui va se créer, pas que pour One Piece, mais dans la manière générale, dans le monde du cinéma et des séries télé. Mais du coup, Baroque Works, c'est une organisation criminelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'anime ou le manga, que l'on découvre dans la saga suivante. C'est-à-dire qu'il y a la saga Is Blue, qui a été partiellement montrée durant la saison 1, puisqu'il manque l'arc Lockton à la fin pour que la saga Is Blue soit complète. Et ensuite, on a la saga Alabasta avec plusieurs arcs qui tournent tous ces petits arcs en fait, ont pour fil rouge le Baroque Works. Voilà, c'est plein de petites aventures sur différentes îles, mais avec ce fil rouge de Baroque Works qui mènera du coup à l'arc Alabasta et voilà. Et du coup, là, on est sur un passage où dans le manga, à un moment donné, sur la saga Alabasta, Zoro explique qu'il a déjà, alors je sais plus si c'est Zoro ou un autre personnage, qui en gros explique que Zoro avait déjà été approché par le Baroque Works pour faire partie de l'organisation, mais que Zoro avait buté la personne qui l'avait approché. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que on nous le dit pas juste comme ça, oui, j'ai déjà été approché par le Baroque Works. Enfin, on va peut-être nous le dire, mais du coup, on se dira, ah oui, c'est vrai, dans le premier épisode, on a Zoro qui a buté un mec de cette organisation qui a tenté de l'approcher. Donc je trouve ça très intéressant qu'on nous montre une scène qui est juste expliquée dans un dialogue dans le manga. J'ai trouvé ça très cool. On revient ensuite sur Luffy et son flashback à Fushia, avec notamment Shanks, voilà, pour nous expliquer pourquoi il est devenu élastique. Voilà, en plus c'est à peu près les mêmes raisons qu'on découvre l'élasticité. Alors je sais plus dans le manga comment Luffy il découvre le fruit et qu'il le mange, mais il a un peu ce même système en tout cas où Shanks le découvre, où Luffy veut plus ou moins s'éloigner de lui ou se bastonner, je sais plus quoi, et du coup Shanks l'attrape par le bras, puis Luffy continue d'avancer, il y a son bras qui s'étend. Oh, c'est à peu près le même truc, ça passe.
Forcément, on a la scène des brigands qui humilient Shanks devant Luffy dans le bar. Voilà, bon, pas aussi violent que dans le manga. D'ailleurs, il y a une scène très importante avec les brigands. Alors, je crois que c'est plutôt dans l'épisode 2, qui pour moi a pas été à la hauteur du manga. Je vous expliquerai du coup dans l'épisode suivant. Mais ici, c'est plutôt fidèle. Alors, de mémoire, le brigand ne fait pas que exploser une bouteille qui, du coup, en renverse partout. De mémoire, il en casse également une sur le crâne de Shanks. Mais je préfère mettre des pincettes dessus, hein. Le début du manga, ça doit bien faire 10 ans que je l'ai lu pour la dernière fois, donc ça date un petit peu. Là aussi, je fais de mémoire, mais dans mes souvenirs, Shanks il s'en prend également un coup sur le crâne. Bref. Euh, du coup, ensuite, on revient au présent avec Kobe qui va avouer à Luffy son rêve de vouloir devenir membre de la marine depuis tout petit. Chose qu'on apprend également assez vite dans le manga, hein. En sachant que, pour ceux qui ne connaissent pas le manga ou l'anime qui reprend assez fidèlement le manga, malgré les épisodes filler que moi je trouve insupportables, euh, mais en gros, les flashbacks, dans le cas de Luffy, parce que dans le cas de Zoro, de Usopp, enfin il y a encore Usopp, je suis même pas sûr qu'il ait des flashbacks dans le manga, mais dans le cas de Nami, Sanji et Zoro, ce sont réellement des flashbacks dans le manga. En ce qui concerne Luffy sur l'histoire des brigands, c'est réellement un vrai chapitre. Un chapitre un peu plus long que les autres, mais c'est un vrai chapitre. Le tout premier chapitre, c'est Luffy, enfant, machin, qui obtient ses pouvoirs, Luffy, enfin, sans le champ qui se fait bouffer le bras, tout ça. Ça, c'est un chapitre à part entière, tout premier chapitre du manga, si je dis pas de conneries. Mais c'est pas un flashback dans le manga, c'est un vrai chapitre. Enfin, un vrai chapitre. Les flashbacks chez One Piece ont souvent tendance à prendre beaucoup de place, beaucoup de chapitres. Mais là, c'est vraiment un chapitre de présentation. Là où dans la série télé, ils ont mis ça en flashback, ce qui fonctionne très bien. Mais voilà, c'est juste pour expliciter la différence. Ici, c'est des flashbacks. Dans le manga, c'est le tout début du manga. C'est pas un flashback. Mais voilà, du coup, on découvre le rêve de Kobe, euh, qui du coup est de devenir membre de la marine. On découvre également Nami, enfin on découvre Nami, qui du coup tombe sur des hommes de Baggy, on les reconnaît assez facilement avec leur style, et du coup qui vont se faire arnaquer et se faire voler leur petit navire par celle qui est surnommée par moment la chatte voleuse. Euh, et voilà, la scène est vraiment sympa, c'est du Nami tout craché, j'aime bien la petite scène. Je sais plus si dans le manga c'est exactement pareil, mais je crois. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas celle iconique de, de Zoro, qui est vraiment très cool. Parce que de mémoire, dans le manga, quand ils arrivent chez Baggy, parce que normalement cette scène-là arrive plutôt autour de chez Baggy, normalement t'as Nami qui arnaque des gens, du coup qui perdent leur bateau, du coup Luffy lui faisait le débile en voulant attraper un oiseau, du coup il se fait pour... il se retrouve dans les airs avec un oiseau qui du coup l'emmène sur Terre de mémoire. Et Zoro, lui, il est en train de dormir sur la petite barque. Et t'as plusieurs pirates de l'équipage de Baggy, du coup, qui montent sur le navire, qui essaient de l'attaquer, ils se font rétamer. Et du coup, Zoro, il est là avec son sabre et il les force à du coup, ramer pour lui, à l'emmener sur Terre. De mémoire, dans le manga, ça se passe un peu plus comme ça. Et c'est plutôt très drôle. Mais voilà. Et du coup, comme les arcs de East Blue étaient un peu remaniés, forcément, les choses ne se passent pas exactement dans les mêmes moments que le manga. Donc voilà, pour l'apparition de Nami. Par la suite, on a Luffy et Kobe qui avaient voyagé un tout petit peu tous les deux, qui arrivent à Shellstown, où l'on a différents affichages. On découvre notamment celui d'Alvida. On découvre également celui de Foxy, le renard argenté. Du coup, Foxy qui est un pirate que l'on découvrira beaucoup plus tard si la série tient le coup, puisque comme disait, on aura la saga Alabasta. Euh, et après, je crois que les îles Célestes, ça doit être après Alabasta. Et après, ouais, je crois que c'est ça, les îles Célestes.
parce que du coup, en gros, il y a une saga liée aux îles Célestes, avec d'abord un petit arc sur Terre, ensuite ils partent dans les îles Célestes, et ensuite quand ils reviennent, ils tombent sur ce fameux Foxy. Donc voilà, Foxy qui voilà, est teasé très très tôt, et apparemment il y a même Cavendish qui est teasé dans les affichages, Cavendish qui lui apparaît encore beaucoup beaucoup plus tard, puisqu'il apparaît que à l'arc Dressrosa. Donc là on est même très très loin, puisque Cavendish, comme je disais, il apparaît que dans les chapitres à peu près entre les chapitres 800 et 900, un truc comme ça. Peut-être non, c'est entre 700 et 800, peut-être plus un truc comme ça. Parce que Dressrosa, ça dure à peu près 100 chapitres. Mais voilà, le mec, globalement, il apparaît quand même très tard, hein, sur un manga qui fait à peu près environ 1050, presque 1100 chapitres à peu près. Bah, le perso apparaît plus dans les trois quarts fin du manga que le début. Donc c'est assez particulier de voir son affichage. Enfin, bah, déjà là, des Is Blue, quoi. Du coup, on a Zoro et Kobe qui vont aller dans un bar où on découvre quelques persos. On a Zoro qui va venir commander de la boisson et tout, et qui va vouloir ensuite récupérer la prime qu'il y a sur Mister Seven, et une amie voilà, qui est en train d'arnaquer des gens. Enfin voilà. Et du coup, on a également Hermep qui va s'en prendre à une petite gamine, je crois que c'est Rika, qui voulait apporter de la nourriture à Zoro. Du coup, une petite baston va se lancer entre les deux hommes, malgré le fait que Hermep fasse partie de la marine. Euh, du coup, la scène est assez intéressante, même si dans le manga, ça se passe pas du tout comme ça. Dans le manga, techniquement, Zoro, déjà, on le découvre déjà sur le pilori. Et du coup, cette Rika, en fait, lui apporte de la nourriture en cachette, parce que, bah, afin qu'il puisse survivre, là, attaché, sans boire ni manger. Et du coup, cette petite-là essaye de lui donner de la bouffe. Chose que Hermé va s'en rendre compte, va l'en empêcher, et tout ça. Mais voilà, ça se passe pas dans un bar. Techniquement, ça se passe au moment où Zoro est déjà attaché dans la cour. On a Zoro du coup qui va accompagner la marine et qui va recevoir sa prime pour Mr. Sun uniquement s'il reste sur le pilori pendant une semaine sans manger ni boire pour avoir frappé des marines. Donc là, à nouveau, on explique un peu plus, à nouveau, le background, comment Zoro s'est retrouvé attaché là, même si dans le manga, je sais plus pour lesquelles raisons c'est dans le manga. Mais voilà, là on essaye d'expliquer comment il en arrive là. Zoro, forcément, il accepte, même s'il sait qu'il peut défoncer tout le monde là-dedans, mais il accepte. Même si nous, on sait que le colonel Morgan n'est pas le plus fiable. Du coup, Zoro va recevoir des provocations de la part de Hermep alors qu'il est attaché, parce que on lui dit que le colonel Morgan compte le tuer au lieu de le libérer au bout de 7 jours, enfin bref, de le laisser attaché comme ça. Luffy décide donc, parce qu'il veut voler une carte pour aller à Grand Line, sauf qu'entre deux il se trompe de chemin et il tombe sur Zoro. Et après avoir vu ce qui s'était passé dans le bar, il décide de recruter Zoro en lui demandant quel est son rêve, et ce dernier lui disant que son rêve est de devenir le plus grand sabreur du monde. Voilà, comme dans le manga. Et ensuite il va le libérer, mais repartira sans lui. Voilà, va le laisser se débrouiller, puisque au début Zoro il veut pas trop suivre le truc. Et du coup, de l'autre côté, on a Nami, dont on découvre qu'elle aussi veut récupérer la carte de Grand Line, et va même voler un uniforme pour se faire passer pour un membre de la marine. Après ça, on a Zoro qui, après avoir été libéré, va se rendre directement chez Hermep afin de récupérer ses sabres et également de lui couper les cheveux, ce qui donnera la coupe que Hermep a dans le manga au départ. Voilà, en plus, on a un Hermep un peu narcissique, un peu insupportable. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a Nami et Luffy qui vont se rencontrer, qui vont décider de s'entraider plus ou moins pour récupérer la carte. Et du coup, ils tombent sur le colonel Morgan. Nami
va réussir à se débarrasser de lui en faisant croire voilà, qu'elle vient d'être transférée chez lui parce qu'elle voulait absolument être sous les ordres du grand colonel Morgan, machin. Enfin, elle va le flatter, elle est très douée pour manipuler les gens, Nami. Et euh, du coup, en même temps, elle a réussi à lui voler les clés de son bureau. Puisqu'ils ont entendu à travers des conversations que la carte de Grand Line était en possession du colonel Morgan. Voilà. Sauf que ce dernier va découvrir la vérité sur Nami lorsqu'il va tomber sur ces hommes qui ont été agressés par elle-même précédemment et à qui elle a volé l'uniforme. Ce qui va pousser euh, Colonel Morgan comment dire, à mettre la caserne en alarme. Enfin en alerte plutôt. Zoro et lui enfin plutôt Nami et Luffy vont se mettre à combattre la marine parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir le coffre. Du coup, ils volent juste le coffre carrément. Et du coup, ils se mettent à combattre la marine. Zoro, qui se perd un peu, va finir par rejoindre le combat au lieu de les laisser tout seuls parce que on les voit un peu galérer. Alors Luffy aurait jamais galéré contre de simples soldats de la marine, mais bon, bref. Nami, c'est plutôt logique qu'elle puisse galérer. Nami, à la base, c'est pas une combattante. Ça, c'est un peu ma déception. Une Nami combattante dès le début, bah non, 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 non. Nami, ça devient une combattante avec le temps, et encore, si elle peut éviter le combat, elle l'évite. Mais Nami n'est pas du tout l'une des grandes combattantes du manga, alors que là, elle sait très bien se battre. Ah, c'est un peu dommage qu'elle sache aussi bien se battre, alors que normalement, Nami, c'est pas une combattante plus que ça. Voilà, si elle peut éviter le combat, elle va l'éviter, ou elle va trouver des choses pour s'en sortir, mais c'est pas du tout la meuf qui est du genre à vouloir se battre à tout prix. Voilà. Et Morgan va nous donner une info qu'on a aussi dans le manga, c'est qu'il a réussi à lui tout seul à capturer l'équipage de Kuro, le chat noir. Alors quand on est fan du manga, qu'on a vu le manga ou l'animé, on sait déjà qui est le chat noir et on sait très bien que du coup l'information est fausse. Alors quand on découvre la série télé comme vous l'avez découverte précédemment, voilà, parce que je me permets plus ou moins de spoiler des petits détails comme ça, mais si en soi c'est pas du spoil, puisque la série a déjà 2 semaines, donc techniquement la plupart des gens devraient l'avoir vue. Mais je mettrai sûrement un petit truc en mode spoil au cas où dans le titre. Mais voilà, Kuro, ce qui est bien, c'est que quand tu découvres l'histoire, on te dit voilà, le mec il a vaincu Kuro, il a quand même battu tout un équipage à lui tout seul, c'est qu'il est balèze, et après tu te rends compte que finalement c'était pas le vrai Kuro, c'était qu'un leurre, et tout ça. C'est plutôt intéressant qu'on nous donne quand même cette information, même si nous, en tant que lecteur ou visionneur spectateur de l'animé, on sait déjà que Kuro, le vrai Kuro, va apparaître un peu plus tard. Mais en attendant, on se dit quand même, wow, le gars a quand même battu un équipage à lui tout seul. Et on termine sur Zoro, Luffy et Nami qui vont se s'allier de circonstances pour combattre le colonel Morgan. Alors là, à nouveau, techniquement, ils n'ont pas besoin d'être à 3 pour combattre le colonel Morgan, hein. Dans le manga, ils s'en sortent très bien. De toute façon, déjà, Nami n'est pas là. Et de deux, Zoro et Luffy font vite fait équipe, hein, mais c'est pas autant de travail d'équipe qu'on le voit là dans la série. Euh, après avoir vaincu le colonel Morgan, ils vont voler le coffre dans lequel se trouve la carte pour Grand Line. On a Kobe qui va sauver le trio puisque Hermep va les prendre en joue avec un fusil, enfin un pistolet. Kobe va les sauver en mettant une droite à ce dernier décide de rester à Shellston en avouant qu'il est prêt pour son rêve de devenir un membre de la marine et qu'il va se lancer. Alors, ce qui est dommage et qui est un peu bizarre, c'est que là, dans la série télé, Kobe, il va réussir à devenir membre de la marine en ayant frappé un membre de la marine. C'est quand même très bizarre. Zoro qui a frappé des membres de la marine, on l'a enchaîné pour qu'il meure en crevant de faim. Là, Kobe, il frappe un membre de la marine, il devient membre de la marine. Il y a un truc qui va pas. Voilà, dans le manga, Kobe, il devient membre de la marine, notamment parce que
Luffy fait exprès de le provoquer, ce qui fait que Kobe il frappe Luffy devant d'autres marines pour montrer qu'il n'est pas allié aux pirates, et du coup il devient membre de la marine parce qu'il a frappé un pirate. Là, dans la série télé, ça fonctionne moins bien parce que il devient membre de la marine en frappant un marine. Et quand tu fais le parallèle avec Zoro qui a frappé des marines, lui il se retrouve enchaîné, prêt à crever de faim. Bref, il y a un petit truc qui va pas dans l'écriture, et qui du coup ne vient pas du manga, parce que dans le manga c'est assez logique. Là, il n'y a pas trop de logique, je trouve, sur cette action-là. Ensuite, on passe sur le navire du vice-amiral Garp, qui reçoit un appel pour parler de ce qui s'est passé à Shellstone, et du coup, on se doute que Garp va y aller afin de récupérer Kobe et Hermep, puisque dans le manga, il y a une mini-histoire. Pour ceux qui connaissent pas, le manga, comme dans tous les mangas, tu as une page de couverture pour les chapitres. Et du coup, chez One Piece, soit ce sont des petits dessins comme ça, voilà, sans vraiment de raison. Actuellement, dans l'arc où on est à Egghead, du coup, les pages de chapitres sont des requêtes de lecteurs, donc qui demandent à Oda, à Eiichiro Oda, du coup, l'écrivain et dessinateur, comment dire, par exemple, ils disent oui, moi je veux, j'aimerais bien que le dessin du prochain chapitre ce soit Nami, je sais pas, en train de faire de la balançoire sous un pommier. Et ben du coup, si ça l'idée plaît à Oda, bah du coup le chapitre suivant c'est Nami qui fait la balançoire sous un pommier. Bah je dis une connerie, mais ça revient à cette idée là. Donc soit il y a ce genre de chapitre, enfin de première page de chapitre, soit il y a des mini-histoires. Par exemple, avec Baggy, qu'on a déjà vu, il y a notamment en premier chapitre une mini-histoire où on voit Baggy voyager pour récupérer tous les membres de son corps que Luffy et Nami et Zoro ont attachés et s'en sont débarrassés. Et notamment, on a une mini-histoire avec Kobe et Hermep qui sont entraînés par Garp pour devenir un peu ses disciples. Voilà. Donc globalement, ce qu'on suit plus ou moins dans la série télé, c'est des choses qu'on a juste en première page de chapitre, voilà, pour suivre la petite histoire de Kobe. Enfin, à la base, celle de Kobe, mais du coup, on suit celle d'Hermep au passage. Et du coup, on termine l'épisode notamment sur l'apparition de Baggy le clown, voilà, qui est très très énervé que son bras droit n'ait pas réussi à voler la carte de Grand Line, et oui, son bras droit, Kabaji, qui était apparu vite fait dans le bar à Shellstone, où il y avait Zoro, Nami, Luffy, Kobe, et qui là, du coup, est rentré voir son maître, Baggy, pour lui dire, enfin plutôt son capitaine, pour lui dire qu'il n'a pas réussi à voler la carte, que d'autres l'ont fait à sa place. Voilà, ce qui ne met pas notre ami Baggy de bonne humeur. Bref, pour conclure, on a un premier épisode plutôt sympa, hein, voilà, les personnages qu'on découvre sont vraiment sympas. Gold Rogers, il fait le taf, hein, voilà, c'est pas excellent, mais en même temps, Gold Rogers prend de l'importance que à Wano Kuni. Alors, je dis qu'il prend n'importe quoi à Wano Kuni en termes d'apparition. Voilà, parce qu'effectivement, il est quand même important, c'est le roi des pirates, c'est logique qu'ils soient importants, il a lancé l'ère de la piraterie, machin. Voilà, il est très important, hein, je dis pas le contraire, mais je veux dire en termes d'apparition dans le manga, voilà, il fait des apparitions vite fait dans certains flashbacks, à part celui d'Oden à Wano Kuni où là, il a un très très gros flashback, mais en dehors de ça, voilà, en termes d'apparition, il n'a pas autant d'importance que vers là où on en est actuellement dans le manga. Ou du moins où on en était, parce que c'était plutôt pendant la saga des empereurs. Euh, et du coup, ça c'est plutôt sympa. Luffy, à part le fait qu'il me mette mal à l'aise par moment, on reconnaît un peu le personnage. Zoro, il est très bien, il est badass, c'est nickel. Nami, j'adore Nami, hein. Déjà que c'est un de mes Mugiwara préférés, alors là je l'aime encore plus, parce qu'en plus elle est sous les traits d'Emily Rudd. Et Emily Rudd, de tout le casting de la saison 1, c'était la seule actrice que je connaissais déjà, qui avait déjà joué notamment dans Fear Street, qui est une trilogie d'horreur. Alors elle est surtout importante dans le deuxième film, ouais, dans le deuxième film, où elle joue la grande sœur de Sadie Sink, qui elle joue dans Stranger Things.
Et du coup, j'avais beaucoup aimé le jeu des mini-rods dans cette trilogie, même si son importance est surtout dans le deuxième film. Et du coup, voilà, quand j'ai su que c'est elle qui allait être une amie, j'étais trop content. Et l'avoir en amie, bah, elle est quasi parfaite. Parce que bon, le défaut de Nami, on en parlera plus tard, c'est juste un problème d'adaptation, mais pas vraiment de jeu d'actrice, parce que Emily Rudd est vraiment excellente. Et Kobe, il est très bien, Hermep, il est très bien. Bon, Colonel Morgan, je suis pas hyper fan de l'adaptation, dans le sens où le Colonel Morgan, dans le manga, c'est une vraie ordure. C'est limite un mec corrompu, il est pas réellement corrompu, mais il en est pas loin, hein. On le dépeint plus comme quelqu'un de tyrannique, dont les gens ont peur, mais vraiment les gens ont peur. Là, ici, bah, c'est juste un gars qui prend soin de... En fait, c'est un peu la critique qu'a fait également le chef Otaku, c'est que le Colonel Morgan, en fait, dans la série, il est pas méchant. Il est pas méchant. C'est juste un mec qui a la carte qu'on essaye de lui voler. Et du coup, il ne fait que défendre ses hommes. Quand il attache Joro et qu'il se dit hop là, je vais laisser crever, il le fait parce qu'il défend ses hommes. On a tabassé son fils, on a tabassé ses hommes, il le fait pour eux. Quand il décide à la fin d'attaquer Luffy, Zoro et Nami, c'est parce qu'il défend sa base, il défend ses hommes. En fait, à aucun moment, il est tyrannique comme dans le manga. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pas non plus un gros raté, le Colonel Morgan, on s'en bat les couilles dans le manga. Il est juste là, vite fait, pour que Luffy recrute Zoro, pour qu'on ait une petite histoire où Luffy recrute Zoro. Et à part ça, voilà, le mec, il a pas vraiment d'importance, quoi. Voilà. Et sinon, sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, moi, le premier épisode, je l'ai bien aimé. Voilà. Après, comme je disais, j'étais dans un mauvais mood, donc j'ai pas non plus hyper kiffé la série parce que bah, comme j'allais pas bien, j'ai eu du mal à vraiment être à fond dedans. Même s'il y a quand même deux moments dans la série qui m'ont quand même un peu, voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans, même si je reconnais que ce premier épisode est vraiment pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Du côté série télé, voilà, si vous connaissez pas le manga, ce que vous avez aimé ou pas aimé, parce que vous pouvez le découvrir la première fois et ne pas aimer également, ça c'est totalement possible. Et côté manga, n'hésitez pas à me dire si vous qui regardez l'anime ou lisez le manga, si vous avez aimé ou pas et pour quelles raisons, uniquement pour ce premier épisode. Puisque par la suite, il y a tout un programme autour de One Piece qui va arriver. Donc il y aura un épisode, enfin une vidéo par épisode. Donc là ensuite il y aura le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je ne ferai pas de vidéo bilan parce que de toute façon, à chaque fois que je dis que je vais faire une vidéo bilan, soit j'oublie de la faire, soit j'ai pas le temps, ou en fait j'ai pas l'envie de revenir sur la série parce que bah, des fois je vois une série une fois et puis je me dis bah, en fait j'ai vu une fois et j'ai du mal à re-regarder une deuxième fois. Et c'est souvent le cas en ce moment où il y a aussi manque de temps hein, également, hein. Je rappelle que je suis à la fois en études, que je travaille et en plus en ce moment que je fais du bénévolat. Voilà, sans compter mes séances de sport qui sont très importantes, hein. En plus, je me suis rajouté un sport supplémentaire pour faire de la boxe française, hein, pour mettre des petits coups de pied comme Sonji. Voilà. Mais du coup, voilà, la place du bilan, il y aura une vidéo où en fait je vais reprendre tous les persos qu'on a pu apercevoir et de dire si je pense que c'est une bonne adaptation ou pas. Voilà. Et ensuite, il y aura une vidéo avec le maître d'Anacalypsie où on annoncera les personnages par arc du manga qu'on aimerait revoir. Voilà. Et qui en plus, sans spoiler les arcs, pourront peut-être donner envie à des gens de la chaîne Movies and Series qui ne connaissent pas One Piece, pourront peut-être donner envie de lire la suite parce que je vous conseille réellement de lire One Piece. Et je dis bien de lire. Moi, honnêtement, je conseille pas de regarder l'animé. Parce que bah, déjà, il y a les épisodes filler. L'animé, c'est très long, ça prend beaucoup de temps. Alors que lire un chapitre, allez, quoi, ça prend 5 minutes à lire un chapitre. Contre 20 minutes pour voir un épisode. Donc, si tu fais le ratio, au bout d'un moment, tu gagnes beaucoup plus de temps en lisant. En plus, tu as l'histoire originale. Et en plus, bon, moi, c'est parce que aussi, je suis pas fan de l'animé One Piece. Voilà, c'est un avis personnel. Je pense avec le Maître d'Anacalypse, au d'un moment, on fera une vidéo animé versus manga, de manière générale. Parce que lui, il est très animé, moi, je suis très manga. Et il y a beaucoup de points que j'ai contre les animés, même si j'en ai quand même regardé, hein, et que j'ai pris du plaisir à en regarder. Mais
Voilà, on fera ça une autre fois. Et ensuite, à la fin, on fera aussi notre top des Mugiwara. Donc les Mugiwara, qui est l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Voilà un peu tout ce qui viendra autour de One Piece pendant les semaines à venir. Donc vous aurez à peu près 10 semaines de vidéos, en comptant celle-ci bien sûr, hein, les 8 épisodes, les bonnes ou mauvaises adaptations, ce qu'on attend pour la suite, et du coup un petit classement des Mugiwara. Bien sûr ça pourrait être plus côté manga, mais on va laisser côté série télé, parce que pour voir un peu si le live action peut avoir un impact sur notre amour des personnages, sur les persos du manga ou de l'anime, en fonction de comment on vit l'aventure One Piece. Bref. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté, même si ça fait un petit moment que j'ai pas postulé dessus comme pour les vidéos. Mais ça va revenir tout ça petit à petit. Une fois que j'aurai repris une façon stable, voilà, de vivre. Et, euh, et puis voilà, dites-moi comment est-ce que vous en avez pensé. Allez, ciao les anacalypsiens.